Bienvenue à la 18e édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel. Vous êtes dans une salle pour suivre une journée qui s'appelle Story Words. C'est un symposium qui est lié à l'écriture, aux grands enjeux de la scénarisation à l'heure des nouvelles technologies de l'image. C'est un espace qui existe depuis 2013 et depuis qu'il existe, on a abordé plusieurs thèmes dans le cadre de ce symposium. La question des writers' rooms, la question de l'engagement du public et plein d'autres thématiques qui sont assez importantes pour l'écriture dans notre monde contemporain. Et nous avons d'ores et déjà accueilli, malgré la jeunesse de ce symposium, des très grandes figures de la scénarisation, comme par exemple George Martin, Chris Carter, Abdel Raoul Dafri, et toute une série de scénaristes très importants. Aujourd'hui, on va s'occuper principalement des questions qui sont liées à l'écriture à l'heure du web 2.0, à l'heure du web participatif, le web des réseaux sociaux. Et nous avons donc une première conférence qui s'intitule « La critique cinématographique à l'heure du web 2.0 » et qui va explorer un petit peu quels sont les nouveaux enjeux liés à cette situation. Pour rappel, à grande heure du cinéma, on montrait des films à des critiques à New York, partout dans tout le monde. Et si parfois un critique important publiait une critique très négative d'un film, pour la maison de production, pour le réalisateur, ça pouvait finir signer la fin d'une carrière, une difficulté de sortie pour le film. Donc c'était vraiment un processus très important. Aujourd'hui, on assiste à des processus, disons, un petit peu plus participatifs. Et c'est donc voilà, une évolution assez intéressante à observer. Et pour parler de ces thèmes, on a un parterre très intéressant avec François Terrel, et qui est le fossoyeur de films, qui est donc très actif sur YouTube. Bonjour. François Mercier, qui est journaliste pour les... Frédéric Mercier. Pardon, Frédéric. Qui est donc journaliste pour la revue Transfuge et qui participe aussi à l'émission sur Canal+, Le Cercle. Nicolas Dufour, chef d'édition numérique au journal Le Temps. Et pour modérer cette rencontre, Boris Blucher-Heller, qui nous vient du Centre de la BD de Lausanne. Voilà, je vous prie de les applaudir bien chaleureusement. Voilà, merci beaucoup Anaïs pour cette présentation. Merci à vous tous et toutes d'être là. Merci messieurs d'être aussi présents aujourd'hui pour cette rencontre. Alors je vous propose en fait de commencer directement par le vif du sujet en partant d'un constat assez simple, je pense qu'on partage tous, c'est que Internet a profondément bouleversé les médias depuis bientôt une vingtaine d'années. Et ma première question serait en fait, est-ce que c'est plutôt selon vous un changement dans le mode de diffusion ou plus directement cela affecte la création du contenu lui-même, avec une question peut-être plus spécifique aux critiques cinéma et séries de TV que vous êtes. Est-ce que ça change véritablement la façon de faire une critique cinéma, ces bouleversements dans les médias liés à l'émergence d'Internet et de tous ces médias 2.0 ? Qui veut s'y coller en premier ? François, peut-être ? Allez. François Terruel. Oui, bah, sur les deux plans, ça fonctionne. Le truc, c'est qu'on a un peu débriefé la conférence à midi en mangeant, et on a fait toute la conférence en fait. Donc on va essayer de trouver un nouveau très point intéressant. C'est ça, d'attaquer un peu plus spontané. Mais ouais, ça change sur les deux plans. Déjà en termes pour atteindre les gens, enfin voilà. C'est une porte ouverte, mais on est dans une culture de l'image où le rapport en fait à l'intégration des contenus audiovisuels est beaucoup plus facile. Mais aussi, je le vois en termes créatif, l'écriture elle-même, écrire pour l'image et écrire pour le format écrit, c'est deux choses complètement différentes. Je sais que moi, à la base, je suis plus à l'aise avec le format écrit, et pendant toutes les premières années, j'ai dû apprendre à écrire pour l'image. Et je sais que si j'écrivais en fait sur le même film ou la même thématique à l'écrit, j'aurais une approche assez différente, où il y a beaucoup de choses, par exemple pour le format visuel, que je vais mettre de côté. Je vais vraiment dégraisser un max la chronique pour ne pas avoir vraiment certains développements, parce qu'en fait, avec une vidéo, on impose un rythme aux gens, on impose vraiment un degré d'information récupéré en une certaine durée, et ça peut être facilement étouffant. Il y a vraiment une notion de, si on est face à l'écrit, on peut avoir sa propre rythmique, son propre rapport en fait au rythme d'intégration de l'info,
Et ce qui fait que je pourrais aller beaucoup plus loin, par exemple, sur un format écrit-écrit, mais en même temps, le format vidéo permet, par exemple, de faire de l'analyse d'image, de l'analyse de séquences, et d'être un peu plus ludique, peut-être, dans le propos. Donc c'est vraiment des enjeux différents, et créativement, ouais, ça crée une ambivalence. Des fois, je me sens le cul entre deux chaises. Et ça va même plus loin en fait que juste un format vidéo. Hein. C'est que dans les vidéos, notamment du Fossoyeur de films, il y a vraiment une mise en scène. C'est pas juste en fait une différence écrit et vidéo là qu'on voit dans le Fossoyeur. C'est vraiment un niveau de mise en scène. C'est ça. Mais après, bon, ça c'est encore une autre démarche quoi, qui consiste à mettre, ne plus faire, enfin pas faire uniquement de la chronique, mais faire une sorte de chronique fiction, un format hybride, où on en parlera un petit peu après sur tout le côté créatif que ça suppose, mais j'essaye de faire en sorte que la chronique fasse écho à la fiction et la fiction fasse écho à la chronique dans les thématiques. Ne pas se contenter juste d'enrober la chronique avec un caprice que je fais parce que j'ai envie de faire telle ou telle scène, mais vraiment qu'il y ait une sorte de mise en abîme avec les thématiques que j'applique directement en fait à l'image. Enfin, voilà. Ça permet ça, le format. C'est rigolo. 2.0. Oui. Quelqu'un d'autre peut-être? Nicolas Dufour, Frédéric Mercier? Non, moi, ça va être plus difficile de répondre spécifiquement à cette question-là, parce que je viens de médias très traditionnels, quoi. En fait, j'écris dans une revue, donc je suis vraiment dans un système presque du XXe siècle, et à la télévision, je fais de la critique avec le temps qu'on me laisse faire à la télé. Donc moi, je suis pas affecté parce que les endroits où je travaille, d'où je travaille, me demandent encore de répondre à des formats qui sont des formats, on va dire, d'antan, des formats historiques. Donc je ne suis pas totalement affecté par ça. Après, c'est dans mon mode, moi, de réception de la critique et de la façon dont je vais faire des recherches en amont pour pouvoir écrire sur les films que je vais beaucoup plus me servir des médias comme YouTube ou des médias sur le net que des propres médias sur lesquels je travaille. En fait, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, je représente une vieille garde, et d'un autre côté, cette vieille garde, moi, je ne vois pas comment elle peut encore exister si elle ne prend pas avis ailleurs que là d'où elle écrit. Bonne transition. Ouais, alors c'est un concours de vieux schnock parce que moi je suis encore plus âgé. Donc, alors pour essayer de vous répondre, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, mais alors ma toute petite, je précise juste, je suis ici en fait à deux casquettes. Il y a la casquette du critique de série en l'occurrence, pas de cinéma. On a fait clairement le choix de dissocier les deux critiques à un moment donné. Puis par ailleurs, je suis responsable éditorial du site du Temps, et là on y viendra parce qu'il y a tout le développement ou les tâtonnements qu'on a au niveau de la critique en vidéo, de l'utilisation de la vidéo pour la critique ou pour d'autres choses. Alors, j'essaie de faire bref. Sur la critique, donc le Temps, faisons un peu de pub, on a été un des premiers journaux européens, il faut le dire, à avoir une chronique hebdomadaire papier consacrée aux séries. C'était 2004 de mémoire. Je souligne papier, parce que par contre, Cérisier, etc., qui est bien plus vénérable et tout, mais lui, il est web, donc Le Monde, par exemple. Alors, pendant très longtemps, c'était une chronique que j'écrivais clandestinement en dehors de mes heures de travail. Il était exclu de dire à mes employeurs que j'écrivais sur des séries télé, quoi. C'était juste impensable. Et puis, c'était une écriture de classique, voilà, enfin, je donne mon avis, machin. J'ai mis 5 ans à me demander si je viens parfois à la première personne ou pas, dans ma chronique, hein. J'ai finalement essayé, mais c'était vraiment... Je trempais un bout d'orteil dans l'eau glacée de la première personne. C'est clair que là, tout évolue. Très bêtement, une chronique, maintenant, on y intègre évidemment une bande-annonce, c'est la moindre, quoi. Et j'en arrive parfois à des moments où je rêverais que ma chronique soit purement web, pour y mettre, alors bon, c'est pas très fréquent malheureusement pour les histoires de droit et compagnie, mais pour y mettre des extraits, un peu ce que tu fais au cercle, pour être beaucoup plus dans une utilisation de la matière dont on parle. Puis par ailleurs, évidemment, ça devient aussi plus conversationnel. Il y a sur le site du Temps, il y a une blogueuse qui parle des séries. Alors c'est la guerre perpétuelle entre nous deux. On s'apprécie, on se connaît pas, mais on s'apprécie par ailleurs. Mais elle a parlé avant moi, etc. Non. Et puis voilà. Donc voilà, Internet évidemment ouvre beaucoup de choses. Par ailleurs, pour pas faire trop long, évidemment, il y a tout ce développement pour nous autres de presse écrite, hein, de la vieille presse écrite, de cette ouverture à cette écriture dont ce qui était évoqué. Mais alors là, à la limite, ça ne concerne pas uniquement la critique. Je vous signale un truc très typiquement suisse, les votations, les sujets de votation. On essaie maintenant de faire à chaque fois la vidéo explicative, notre vidéo explicative, avec notre bagage, avec un peu la culture, le temps. Mais c'est évidemment l'apprentissage d'une écriture qui n'a absolument aucun rapport avec l'écriture d'un article sur la sécurité alimentaire qui sera en votation en septembre, quoi.
Juste une dernière chose. N'empêche, oui, c'est vrai ce que tu disais. On a intégré au cercle quelque chose qu'on ne faisait pas auparavant, c'est-à-dire qu'on peut maintenant avoir des extraits. Et on peut commenter les extraits pendant 3 minutes, 2 minutes, des extraits sur lesquels qu'on nous a laissé commenter. Donc faire un peu d'analyse filmique. Et je pense que en fait, d'avoir intégré dans ce format télévisuel l'analyse filmique, soudain, c'est quelque chose qui vient aussi de cette culture web, qui vient aussi de l'Internet. Ça veut dire que soudain, on est face à un public qui a été plus habitué à voir la critique de façon interactive avec YouTube. Donc soudain, la télévision s'est appropriée cette chose-là. Autre part, une dernière chose par rapport à la revue spécifiquement, c'est que autant à la télé, on a des formats. Et moi, je pense que le problème de la critique, c'est d'abord un problème de format. Il faut réfléchir au format d'où on écrit. Et parce que parfois, on écrit très peu, parfois, on écrit beaucoup, et ça change évidemment ce que c'est que la critique en soi. Je sais que, par exemple, au Cercle, on a 1 heure, on est 5 chroniqueurs, on a un invité, il faut que ça aille vite. Donc on a le temps de dire quelque chose, mais pas forcément tout. On va être plus prescripteur, mais on va essayer de dépasser un peu la prescription par l'analyse. Et à Transfuge, par exemple, dans ma revue, on a ouvert des débats vidéo, et en fait, on s'est servi à ce moment-là de ce qu'on faisait au Cercle. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1 heure avec 5 chroniqueurs pour parler de 5-6 films, nous, on va parler de 2-3 films en 1 heure et demie, parce qu'on va considérer à ce moment-là, pour revenir à cette question de format, qu'on aura plus le temps peut-être de développer ou d'aller plus loin dans l'analyse critique ou dans les attentes simplement de la critique. Du coup, ça change en fait véritablement la critique, la critique qu'on émet, le fait de le passer tout simplement sur Internet, d'avoir 1 heure et demie pour le développer. On ne fait plus la même critique, et donc ça affecte vraiment le contenu, et ce n'est pas juste un format de diffusion. Après, critique, comme on en parlait tout à l'heure, je vais chaque fois préciser comme on en parlait tout à l'heure pour que vous sachiez bien. Ça a tellement de sens différents. Et ce que je me dis de plus en plus, moi, depuis quelques années, c'est que le principal problème de la critique, c'est son nom, en fait. Parce qu'effectivement, comme tu disais, ça peut être prescripteur, ça peut être juste une analyse, ça peut aller sur plein de formats différents. Et effectivement, j'ai l'impression que ce besoin d'avoir plusieurs formats auquel s'adapte l'écriture, c'est un besoin juste des formats qui se répondent les uns aux autres et de satisfaire différents besoins, ce besoin de prescription, ce besoin d'analyse plus profonde. Et même chacun d'entre nous est multiple. Selon les moments, on a envie de différentes choses et besoin de différentes choses, donc ça répond aussi à tout ça, quoi. Mais après, voilà, sur le format télévisuel, c'est vrai qu'il y a plus de contraintes. Et on a tendance à penser que, par exemple, sur le web, il y a cette liberté qui permet de faire absolument tout. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais il y a, bizarrement, sur le web, il y a beaucoup de codes et de formats qui sont popularisés, qui sont repris par beaucoup de gens et qui sont finalement assez fixes. Quand on voit, ces dernières années, il n'y a pas énormément de langages web différents qui sont créés. Par exemple, sur YouTube, il y a un canon, on va dire, pas un seul canon, mais il y a des codes qui sont là et dans lesquels on baigne tous plus ou moins. Donc ça demande aussi un effort, il y a une liberté, mais il faut la saisir, quoi. Et finalement, des changements de paradigme au niveau de l'écriture, au niveau des formats, c'est assez peu souvent que ça se crée. C'est plus des lignes qui commencent à se brouiller petit à petit. Parce que, bon, Internet, il y a cette liberté, mais encore une fois, il faut la prendre. Et il y a plein de contraintes qui sont, par exemple, celles du temps, cette nécessité aussi de cette sursaturation de l'espace sur le web, cette nécessité d'être toujours présent, cette culture réseaux sociaux qui demande une certaine vitesse, ce qui peut se faire au détriment effectivement d'une critique construite et de plein de choses. Donc il y a cette espèce de fantasme du web qui est toujours là, mais il n'est pas aussi évident que ça finalement. Oui, il y a une contrainte qui est liée aux réseaux sociaux, à la production qui est toujours plus rapide, mais aussi une autre contrainte, en tout cas qui peut émerger, c'est la critique de la critique. C'est-à-dire que chaque vidéo où critiquer un film est elle-même critiquée par une autre critique qui peut être sur la vidéo, soit dans les commentaires, qui elle-même après est encore critiquée, commentée. Bref, c'est une espèce de roue sans fin. Et s'ajoute les vidéos de réaction aux critiques. C'est ça. Et c'est que les vidéos seront critiquées. Et il y aura une réaction par rapport à cette critique. Et retweetée. Ouais. Ouais. Est-ce que ça influence aussi le contenu ou finalement c'est simplement un bruit de fond? Parce qu'il y a quand même un changement là assez important. Il y a encore 20 ans, lorsque un journaliste produisait une critique dans un journal, voilà, la critique était là, on en discutait au café, mais c'était tout. Là aujourd'hui, il y a un contenu qui est visible de tous sur le net et qui critique cette critique, qui commente ce commentaire. Ce qui change, c'est l'immédiateté en fait. Ce phénomène a toujours été là, ce phénomène de mise en discussion, et la critique, c'est aussi, c'est pas un point. C'est pas un univers fermé, quoi. C'est plus proposer une amorce de discussion, proposer un moment de discussion et faire tourner la parole. Donc, je ne sais plus quelle était la question. Oui, d'accord, c'est ça. Ouais. J'étais pris dans mon truc. Avant. Et donc, ouais.
pendant que je retrouve ma réponse, est-ce que tu veux enchaîner? Voilà, j'enchaîne peut-être du coup. Alors, non, moi j'en suis ravi parce qu'en fait le cas un peu particulier des séries, c'est que et c'est ce qui me passionne, outre le sujet lui-même, c'est le fait qu'il faut construire une critique, puisqu'il n'y en a pas. Contrairement au cinéma, il a fallu 50 ans pour que la cinéphilie apparaisse, hein, Langlois en France, Freddy Buach ici et autres. Bah, le décalage est exactement le même avec les séries télé. 50 ans plus tard, c'est-à-dire début 2000, grosso modo, le besoin d'une sorte de sériphilie, c'est-à-dire de manière d'analyser les séries, se manifeste parce que les rédacteurs en chef, dans le courant des années 2000, pour ce qui est de l'Europe occidentale, se rendent compte qu'il se passe un truc qu'ils n'ont pas du tout vu. Et que, voilà, hein, ça a été les années, notamment Desperate Housewives et Lost, qui ont été un peu les boucliers à ce niveau-là, pour ouvrir les portes. Et puis, par ailleurs, parce que les universités, toujours à l'affût de ce qu'elles pourraient faire un peu plus dans l'air du temps, s'emparent du sujet. Donc, moi, ça fait toutes ces années, mon obsession est de sortir du j'aime pas, parce qu'on était là-dedans. Ma déprime, c'est qu'on y est toujours. Et assez régulièrement, je me fais un peu laminer, soit, comme vous disiez, sur les commentaires. Nous, on n'a pas de commentaires sur le site du Temps, mais il y en a évidemment sur Facebook, donc on se fait flinguer sur Facebook au lieu d'être sur le site. Je me fais régulièrement laminer parce que, ouais, mais enfin, on comprend pas, vous aimez pas, etc. Donc on veut le... Et c'est quand même un peu difficile de dépasser le... et alors voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai toujours l'espoir, voilà, que cette culture du dialogue, parfois, il faut bien dire, parfois de l'invective, voire de l'insulte, notamment sur Facebook, bah, au moins permettent ces discussions. Oui. Je ne sais pas si vous voulez enchaîner, peut-être, ou je peux y aller. J'y vais, ok, parce qu'on en a parlé aussi avant, mais je vais continuer. Il y a une multiplication, voilà, il y a la critique de la critique, mais il y a aussi une multiplication, même de manière plus générale, en fait, des possibilités de produire des contenus sur le net, notamment des contenus critiques. Est-ce que la critique a encore une forme de légitimité qui était avant très très verticale? Je veux dire, vraiment, un journaliste proposait une critique, c'était quelque chose de très verticalisant. Est-ce qu'aujourd'hui, la critique a encore une forme de légitimité si tout le monde peut en produire, et même en produire même à moindre coût sur le web? Ou est-ce qu'on recherche encore des voix fortes, des voix qui portent vraiment une idée, une envie spécifique? Ouais, les deux. Il y a des phénomènes d'autorité, on va dire, qui se créent. La légitimité peut se transformer en phénomène d'autorité. Ça peut être dangereux parce qu'effectivement, auprès d'un public qui ne s'en remet pas du tout en fait, au truc traditionnel, au biais traditionnel de la légitimité, en fait, la légitimité des gens, par exemple sur YouTube, bah, ils se la créent eux-mêmes et c'est celle que veut bien leur accorder le public. Donc il y a un truc qui est à la fois libérateur, dans le sens où on n'est plus juste, on ne peut plus passer par le truchement de quelque chose, mais qui peut avoir plein de dérives, dans le sens où, bah, en fait, ça ne veut pas dire que cette parole est forcément très juste. Donc il en revient à la responsabilité de chacun, dès qu'il a un petit peu d'influence et un petit peu de public, à en fait, être à la hauteur de la légitimité qu'on veut bien lui donner. Donc, c'est ma conclusion. Je crois que le problème de la légitimité a toujours été un problème inhérent à la critique. Du fait qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de diplôme qui te disent que tu peux devenir critique. Donc en fait, le critique a toujours été le meilleur critique de lui-même. Pour revenir à cette idée de critique de la critique, je pense qu'il faut que la critique soit toujours critiquée et que se critique elle-même pour pouvoir se remettre en question, parce qu'elle doit constamment évoluer pour garder l'esprit critique, tout simplement. Mais par rapport à cette question de légitimité, oui, par rapport à Internet, c'est assez compliqué. En fait, avant, on pouvait dire que la légitimité, elle venait effectivement de structure. Tu écrivais pour tel ou tel canard, tu travaillais là, la question elle était là. Aujourd'hui, je crois qu'en fait, on ne doit plus penser la question de la légitimité en fonction des chapelles où tu écris. Ça, c'est quelque chose qui apparaît parce que tout simplement, on le sait, par une utilisation quotidienne, on sait qu'on va trouver sur Internet quelque chose qui sera bien plus intéressant qu'un critique qui écrit dans une institution reconnue. C'est évident. Donc après, la question en fait qui est essentielle là-dedans, c'est plus tellement la question de la légitimité, parce que j'ai tendance à penser que cette question de la légitimité, tu te la poses ou tu ne te la poses pas d'une certaine façon. Ça veut dire que si tu considères que tu n'es pas à ta place, bah, t'arrêtes. Tu vois. Donc je crois qu'il faut, à un moment donné, il faut trancher en fait cette question-là. Et après, c'est comment perdurer sur le net, c'est-à-dire comment perdurer dans un océan de choses qui sont obsolescentes, de choses qui disparaissent, de choses qui sont constamment en train de...
qui existe et qui encore subsiste sur le net. Et je crois qu'en fait, il faut recréer des territoires critiques. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on voit apparaître souvent des sites avec des interfaces qui sont souvent absolument passionnantes, où il y a des prises de position parfois idéologiques, politiques, qui sont des prises de position, je dirais, extrêmement revendicative, voilà, avec une revendication qui est très forte, parce que c'est une façon comme ça d'exister et de se mettre, voilà, simplement d'exister et de perpétuer un dialogue. En fait, voilà, qu'est-ce qu'on crée sur le net et comment on le crée? Je crois que c'est vraiment la question qui pose à ce moment-là l'intérêt de perdurer, quoi, simplement, d'exister encore. Et puis c'est vrai que entre enfin, c'est un peu l'amusante grande confusion du moment. Dans les médias classiques, je ne crois pas m'aventurer, ce n'est vraiment pas le cas uniquement en Suisse francophone. En gros, il y a une tendance à vouloir réduire la place de la critique classique. Elle est plutôt mal vue dans les médias généralistes classiques, hein, historiques. C'est les critiques de cinéma, c'est un peu vieux, quoi. Les mêmes rédacteurs en chef s'ébobissent des blogueurs qu'ils ont sur leur site, qui prétendent se comporter comme des critiques. Donc déjà là, vous aurez dans la même séance de rédaction, vous aurez un rédacteur en chef qui dira ouais, mais enfin la critique on s'en cogne, et puis après il dira ouais mais alors j'ai vu sur YouTube ce gars il est vachement intéressant, et le gars c'est à la limite c'est le fossoyeur de film, ou c'est, vous voyez, donc il y a une espèce de grand mélange de tout. Ouais. Hein, alors si jamais vous êtes bienvenus au temps. Enfin, on n'a pas d'argent, mais vous êtes bienvenus. Mais vous voyez, il y a vraiment une espèce de grand mélange de tout. C'est-à-dire que dans la même discussion, on va essayer d'affaiblir l'institution historique qu'est la critique, puis on va valoriser ce qu'on considère comme étant vachement jeune et tendance, qui sont des gens, alors c'est pas le fossoyeur en l'occurrence, mais qui sont des gens qui ont tendance à se comporter comme des critiques, sauf qu'ils le font en vidéo au lieu d'écrire. Bah justement, alors parfaite transition en fait avec la question suivante à propos du storytelling et de la mise en scène. Selon vous, pourquoi justement ce storytelling, cette mise en scène domine autant actuellement les productions sur Internet? Alors là, évidemment, on peut commencer avec le fossoyeur de film, François Teurel, parce que là, il y a une vraie mise en scène qui ne se limite pas justement à dire j'aime, j'aime pas, mais vraiment, il y a un récit qui se déploie à travers Après, cette le truc, vidéo. c'est qu'aujourd'hui... Puis, si je peux me permettre un certain courage, parce que 20 minutes, on n'est pas dans le dogme du... quand c'est de la vidéo, il faut que ce soit ça. 60 secondes, Après ça, au fil du temps, ça s'est popularisé. Quand j'ai commencé en 2012, là, en fait, le premier fossoyeur, je l'avais monté, je savais même pas combien de temps il ferait, j'avais aucun repère. Je l'ai montré à des gens qui m'ont dit c'est sympa, c'est un peu long, et il faisait 13 minutes. Et c'était considéré, ça va jamais marcher, ça fait 13 minutes. Et aujourd'hui, il y a une appétence pour les contenus beaucoup plus longs parce que, en fait, voilà, on a conscience que le public sur Internet est multiple et il sait maintenant qu'il peut y avoir des contenus de qualité de cette longueur. Mais après, sur le storytelling, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout est storytelling. Tout doit raconter quelque chose. Tout, jusqu'à la moindre story Instagram qu'on fait, on raconte quelque chose. On se met en scène soi-même. Et il y a ce truc qui s'est infusé dans nos esprits, encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. Mais il y a ce storytelling qui est là. Donc, je pense que ça s'exprime à plein d'endroits différents. Après, pour le storytelling sur les vidéos, sur les chroniques vidéo sur YouTube, là... il y a différentes raisons qui peuvent pousser à ça, quoi. Il y a ce que permet bien sûr la vidéo, il y a cette volonté pour peu qu'on ait une caméra d'avoir envie, on a envie de raconter ces petites histoires, se mettre en scène, faire des trucs un petit peu marrants. Donc quand j'ai commencé à faire des histoires avec le fossoyeur, c'était pas une histoire suivie ou quoi que ce soit, il n'y avait pas vraiment de fiction vraiment derrière, c'était juste des petites scénettes rigolotes avec un chant contre chant basique et point barre, quoi. Donc c'était plus petit à petit une volonté de s'amuser un petit peu avec ça, ponctuer un petit peu les chroniques de ça. Après, il y a la volonté de, quand on fait, par exemple, une chronique qui a un propos sérieux, qu'il est ce qu'il est, avec un certain degré de volume d'information, on a envie que les gens puissent se détendre entre deux blocs, on va dire, d'information. Donc, cette volonté aussi, en pure forme, en fait, de laisser le cerveau un tout petit peu respirer pendant 5 secondes avant de repartir sur un pan d'analyse. Donc, il y a cette volonté-là. Et après, on se prend en jeu, puis on raconte une histoire, et on se dit « Oh là là, ça me prend beaucoup trop de temps ». Puis après, on arrête le fossoyeur parce que ça prend beaucoup trop de temps. Il reste 2 épisodes. Mais en fait, je me suis dit, quitte à faire ça, je voulais faire une sorte d'effet miroir, effectivement, entre la fiction et la chronique. Quitte à utiliser ce storytelling, autant faire quelque chose qui mette un petit peu le propos en abîme. Et je m'en suis servi comme outil atmosphérique pour faire des chroniques qui soient un petit peu dans l'esprit du film que je traite. Par exemple, la dernière que j'avais faite sur Prince des Ténèbres de Carpenter,
Justement, là, j'ai un petit peu changé la formule. J'ai plus envie de tomber dans un truc systématiquement avec du fast cam, de l'humour, la même rythmique, mais faire un truc complètement atmosphérique, vraiment, qui crée ce côté entêtant et qui permet de s'immerger en fait dans ce que moi, j'avais pas forcément l'ambiance du film, mais ma manière de percevoir l'ambiance du film et ma tentative de retranscrire ce sentiment à travers la mise en scène et les parties fictionnées. Et là, à mesure que je vais terminer, j'ai envie de pousser ce côté mise en abîme de plus en plus loin. Par exemple, la prochaine que je vais sortir d'ici une semaine, là, que je suis en train de finir de monter, j'en peux plus. Là, il y aura vraiment un jeu sur les genres. Je vais poser la question dans cette chronique. Est-ce que les... Spoiler, du coup. Est-ce que les frontières entre les genres, aujourd'hui, ont encore un sens, vu qu'on fait partie de... Enfin, aujourd'hui, on a tellement d'œuvres qui hybrident depuis 20-25 ans les genres. C'est devenu un acquis. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette propension en fait, à parler de genre en termes très segmentés, parfois, c'est pas juste une résurgence du passé? Est-ce que c'est encore un propos, une pertinence aujourd'hui? Et puisque je fais ça, la chronique passera aussi par différents genres et qui essaye de raconter une histoire à travers la fiction. Donc il y a toujours cette espèce d'effet de vertige que j'essaie de créer, qui est pas, enfin, je dis pas qu'il est réussi, mais il y a cette tentative en tout cas de dresser une série d'effets miroirs qui montrent que le storytelling il est partout. Mais il n'est pas juste, c'est ça le truc dans la fiction. En fait, pour moi, on a tendance souvent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à segmenter et à dire qu'il y a les activités créatives et les activités intellectuelles. Et non, une activité intellectuelle peut être éminemment créative et vice-versa. Et tout à l'heure, quand on déjeunait, j'ai repris l'exemple que je prends toujours, donc il va falloir que je renouvelle mes exemples, de Gilles Deleuze, le philosophe qui justement parlait de cette segmentation et il disait non, la philosophie c'est une activité créative, c'est la création de concepts philosophiques. Donc il y a cette dimension créative qui est là. Et surtout même sur le format écrit de la critique cinéma, pour revenir sur le sujet, il y a des critiques cinéma qui peuvent être d'une poésie incroyable et qui tiennent de la plume de la personne et qui vont faire voyager, qui deviennent en fait une œuvre à part entière. Donc en fait, le storytelling de la fiction sur le web, et notamment sur les vidéos, c'est pas soudainement le storytelling et la forme de création apparaissent au sein de l'activité intellectuelle. Elle était déjà là, c'est juste que ça permet de l'exprimer un petit peu différemment, de manière encore plus ludique à travers l'image. Oui, il me semble qu'il y a quelque chose que Internet a résolu, et je pense que ce que fait par exemple François le résout, c'était un problème qui existait en fait entre la subjectivité et l'objectivité. Si on considérait qu'il fallait objectiver son ressenti, sa subjectivité dans la critique, il me semble que la mise en scène, le storytelling, la mise en scène de soi a permis aujourd'hui de résoudre un peu ce problème. Quand on est dans une rédaction, dans un journal traditionnel, on ne peut pas écrire, ou très peu, tu en parlais tout à l'heure un petit peu, on ne peut pas écrire « je ». On ne peut pas dire « je ». Alors ça pose de toute façon un problème, ce qui fait que souvent il y a une appréhension vis-à-vis de la critique en soi, où on va se dire « oui, en fait, il est en train de penser que son avis, il a raison, qu'il est Dieu sur Terre, et qu'il n'y a que lui qui a raison ». Non, et à ce moment-là, moi je me suis souvent, en fait, j'ai souvent été face à ce problème de me dire comment à un moment donné je pourrais faire entendre le jeu, alors que je n'ai pas le droit d'utiliser la première personne du singulier dans ma critique, pour faire entendre que c'est ma subjectivité, c'est mon point de vue qui est en train d'analyser ce film. Et il me semble que François, par exemple, résout le problème. YouTube la vidéo permet de résoudre ce problème. Et la dernière vidéo qu'il a faite, je lui ai dit tout à l'heure, on se répète, je lui ai dit qu'effectivement, il a fait quelque chose sur Le Prince des Ténèbres, et il se met vraiment en scène par rapport à un visionnage et un revisionnage du film des années après. Et en fait, ça permettait d'aller plus loin et d'ouvrir à d'autres possibilités et d'autres champs critiques et d'autres interrogations, même sur le film. Donc, la question, Internet a résolu ça. Ensuite, une dernière chose par rapport à ça, c'est que je disais comment résoudre le problème d'obsolescence sur Internet. Je crois qu'à une époque, on allait chercher des critiques quand il n'y avait pas encore Internet, parce qu'on allait chercher une plume. Ça veut dire qu'on allait chercher une plume, ça veut dire qu'on voulait retrouver Serge Danet. On voulait retrouver, je ne sais pas, Jean-Louis Bory, par exemple. On voulait retrouver ces gens-là. Ça veut dire qu'il y avait moins de médias, il y avait moins d'ouverture, il y avait moins de possibilités de lecture, mais on savait qui on voulait aller chercher parce qu'on suivait pas simplement la vie de cette personne, on n'est pas simplement parce qu'on va se dire il a raison ou il a tort, simplement on avait envie de retrouver cette plume, on avait envie de retrouver ce personnage, on avait envie de retrouver l'évolution intellectuelle, ça veut dire qu'on avait envie de retrouver presque le feuilleton, la série d'un critique en train d'évoluer au fur et à mesure de l'histoire du cinéma. Et il me semble qu'aujourd'hui, sur Internet, si on veut sortir de cette question de disparition par le foisonnement de possibilités qui nous sont offertes, je pense que effectivement, l'idée sérielle reste une très bonne idée, en fait. Ça veut dire qu'on a envie de retrouver quelqu'un. Ça peut passer par la vidéo, mais ça peut aussi passer par l'écrit, parce que je crois qu'on en est venu à cette question que la subjectivité doit être mise, je ne sais pas si c'est bien, c'est pas bien, je suis incapable de répondre à ça, mais doit être mise à un moment donné un peu plus en avant que dans les formats traditionnels.
C'est très intéressant parce que ça, effectivement, ça montre à quel point il y a une sorte d'interaction où vraisemblablement la critique, ce qui incarne la critique sur YouTube, alors c'est un peu vaste de dire critique sur YouTube, enfin, va probablement, c'est vrai que l'idée de la signature, on voit bien qu'elle monte et que voilà. À l'inverse, la vieille critique, si j'ose, devra se laisser bousculer par ces foutus blancs-becs qui disent leur avis en vidéo. Donc devra probablement un peu plus assumer une subjectivité. C'était mon histoire du jeu ou pas, est-ce que je... vraisemblablement, ça va monter. D'ailleurs, les anglo-saxons le font depuis très longtemps. Ils sont beaucoup plus décomplexés sur l'usage, par exemple, de la première personne. Hein. Et très certainement, ça va monter parce qu'il est clair qu'on va avoir affaire à une génération qui aura grandi avec les blancs-becs face cam. Donc, à eux, comment on va justifier le fait qu'on s'exprime quand même un peu, il faut le dire, en toisant un peu, sans aucune subjectivité, comme tu dis, avec une objectivation du jugement sur tel ou tel film ou telle série. Donc, il va falloir s'ajuster, et puis tout ça est finalement plutôt stimulant. Alors oui, absolument, c'est parfaitement stimulant. Et pour garder en fait une attention constamment stimulée, en fait, il y a vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention qui s'est développée extrêmement fortement sur le web, avec une manifestation, en tout cas pour moi, qui était assez forte, notamment dans les critiques YouTube, c'est l'utilisation de la vitesse, de l'humour. Bref, une notion de rythme qui n'était pas forcément toujours présent précédemment, parce que voilà, on faisait une critique assez figée, voilà, détaillée, avec un schéma. Qui pouvait préexister. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une notion qui est très importante aujourd'hui, cette notion d'humour, de rythme, bref, de maintenir une attention et pas simplement de dérouler sa critique ou son analyse? Ça fait partie des codes, en tout cas, qui sont très, très utilisés. Mais c'était marrant parce que tout à l'heure, au déjeuner, c'est bon, il était une fois, ces messieurs me disaient que j'avais un montage très cut, très très rapide. Et en fait, pour beaucoup de gens sur le web, je suis d'une lenteur effarante, quoi. Je suis extrêmement lent, en fait. Donc il y a un truc très générationnel sur les 10-15 ans qui regarde, quelqu'un de 15 ans qui regarde mes vidéos, je vais être un papy, quoi. Et d'ailleurs, en termes, les années Internet, c'est comme les années chiens, en fait. Il faut multiplier par 7 pour la vie réelle. Donc moi, je suis un dinosaure, ça fait juste 6 ans que je suis là, je suis déjà à l'article de la mort. Et en fait, ouais, il y a cette notion quand même. J'ai commencé en fait ça je le savais depuis longtemps, mais j'ai commencé à l'intégrer, à le comprendre vraiment dans mes actes, que rythme et rapidité c'est deux choses différentes, quoi. Donc en fait maintenant j'essaie d'avoir des chroniques qui accélèrent et qui décélèrent à peu près au bon moment, et d'avoir justement de jouer un petit peu sur les deux registres en fonction du propos et en fonction des moments. Mais ouais, il y a ces canons qui sont popularisés avec bien sûr l'humour, ça permet de faire tout passer, quoi. Presque tout, heureusement. Mais il faut aussi s'en échapper. Et tout comme en fait en 2012, 2012-2013, il y a eu la vague, on va dire, du YouTube culturel qui est arrivé avec des contenus plus longs, plus travaillés, et que là, entre guillemets, dictature des premiers contenus humoristiques de 3 minutes sur les petits riens du quotidien, il n'y avait pas que ça finalement. Bah là, il y a ce truc il n'y a pas que l'humour, il y a des gens qui arrivent en ce moment, notamment Alt 236, je ne sais pas si vous regardez. C'est quelqu'un qui se définit comme un archéologue des univers fictifs. Et sa chaîne YouTube est vraiment super, et il fait quelque chose absolument sans humour, mais qui est avec un travail atmosphérique, entêtant, onirique, qui est merveilleux, quoi, qui est super. Et voilà, il y a les canons, ça permet vraiment de voguer de l'un à l'autre, de voir qu'il n'y a pas que ça, il y a une sorte de tendance claire, mais en même temps, le laboratoire d'écriture en fait, dont tu parlais, il va un petit peu se développer à la marge, comme souvent, sur les petites tentatives de s'en échapper. Moi, je sais que les formats... J'ai créé ma propre formule, enfin je m'en suis inspiré de d'autres et tout ça, et après j'ai essayé de la faire à ma manière, et finalement j'ai développé une sorte de formule fossoyeur que j'ai développée pendant un temps, et après on s'auto-fatigue, on a envie de tester d'autres manières de parler, d'autres tonalités. Il faut aussi sortir un petit peu de la crainte d'emmerder le public et de rajouter 3 blagues par minute, parce que sinon les gens vont partir. Je pense que si le propos est à peu près correctement construit, que la vidéo est suffisamment pertinente, tout le monde ne va pas partir, quoi. Mais il y a cette peur en fait qui est favorisée par les réseaux et cette culture de la vitesse, d'emmerder les gens, quoi. D'emmerder s'il n'y a pas 300 000 stimuli par minute, même visuel. Je sais que je passe un temps infini maintenant à monter les fossoyeurs aussi, parce que j'ai envie d'en faire un bel objet. Donc aussi je travaille énormément les habillages, à rajouter un millier de particules par-ci par-là, un effet de flair par-ci. Et ce que j'aurais fait en 2 jours il y a 3 ans, maintenant je le fais en 3 semaines, quoi.
parce que c'est terrible, parce que généralement on dit plus on avance dans le temps, plus on va vite, et mais moi c'est plus je vais lentement en fait. Donc ça me... C'est l'âge. C'est terrible. C'est terrible. Vous sentez que j'en ai marre du montage que je suis en train de faire là? Ça fait 3 semaines que je suis dessus, j'en peux plus. Mais voilà, quoi, les canons sont là aussi pour s'en échapper, et c'est... Voilà. Oui, le temps se rallonge pour le montage, pour le travail, mais il y a quand même une espèce d'idée, en fait, en tout cas moi c'est une idée qui me traversait l'esprit souvent, c'est de do it yourself. C'est-à-dire qu'on peut tout faire aujourd'hui, chacun peut poster soi-même des vidéos, peut faire des critiques, peut faire du montage, voilà, les outils sont dispo, ils sont plus très chers, sont très compliqués à utiliser. Mais alors, finalement, se faire soi-même universel, en fait, c'est juste un mythe, parce que quand on passe 3 semaines à faire du montage, on n'est plus à un niveau do it yourself, quoi. Ah, complètement. Même à tous les niveaux après. Mais je reprends l'anecdote qu'on a évoquée au déjeuner. Il y a cette culture de l'amateurisme et du do-it-yourself dans laquelle Internet a pris, en fait, ça est né, quoi. Et ce mythe est toujours là. Il y a toujours ce truc un petit peu lancinant s'il y a une boîte de prod derrière, si c'est un petit peu trop pro, il faut s'en méfier, parce que c'est de la télé. Et il y a toujours cette espèce de mécanisme un peu bizarre qui est là, même inconsciemment. Et je reprends l'anecdote du Patrick qui fait Axolot, vous connaissez? Sur les étranges escales qu'il a commencé, à un moment on était mort de rire parce qu'il y avait un commentaire qui disait trop de qualité, tu n'es pas le bienvenu sur YouTube. Et la personne était premier degré, il était sérieux quoi. Ok, écoute, on va faire un truc torché avec une webcam et tu seras content. Et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est super intéressant, même quand on voit, je sais pas, Cyprien qui reconstitue sa chambre dans un studio. Il y a cette culture c'est l'amateur qui est dans son coin. Il y a ce truc un petit peu romantique de la parole pour tous et cette espèce de truc qui a contribué à forger le mythe du web qui est un petit peu toujours là. C'est en train un petit peu de changer parce qu'on voit que de toute façon Internet est un lieu qui change énormément et très 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 vite. Notamment les rapports entre télé et web commencent à devenir de plus en plus poreux et ça devient de plus en plus difficile de voir ce qui relève de quoi. Mais voilà, c'est... à propos de ces rapports, peut-être poreux entre la TV et puis le web, peut-être. Moi, j'ai pas la télé, mais je regarde le cercle en replay, par exemple. Non. En clair, à partir de la rentrée. Bon, moi, il ne faut pas que j'essaye de faire de l'humour. Non, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce que je vois naître aussi sont ce qu'on appelle des hypermédias. Ça veut dire des chaînes qui sont indépendantes de YouTube, qui sont des sites, sur lesquels on va publier énormément de vidéos pour parler de sujets culturels, pour parler d'énormément de choses différentes, quoi. Là, il y a un hypermédia qui est en train de se créer qui s'appelle Subjectif. On va faire venir des savants, des philosophes, des astrophysiciens, des gens qui viennent de toutes les disciplines possibles et imaginables, et donc pas uniquement du cinéma. Alors, hypermédia, ça veut dire justement regrouper à ce moment-là la possibilité de faire de l'audio, de la vidéo, mais également de l'écrit, du podcast, enfin essayer de passer par le maximum de canaux différents. Et on va faire venir toutes les disciplines possibles et imaginables pour à ce moment-là donner la parole à des gens qui ne l'auront pas. C'est pour ça que je reviens à cette notion de laboratoire, moi, qui me paraît essentielle. J'ai vraiment l'impression que si le cinéma peut en fait se gargariser, enfin peut utiliser ce qui se passe en ce moment sur le net. Moi j'ai l'impression, je parlais de laboratoire parce que c'est vraiment l'idée laboratoire scientifique. J'ai l'impression que chacun est un micro-laboratoire et qu'au bout d'un moment un paradigme va changer, quelque chose va changer, qui va être une grammaire nouvelle, qui va influencer des économies nouvelles, enfin des économies, une nouvelle façon de filmer ou de penser et de réfléchir. C'est tout. Par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai, il y a plusieurs. C'est pas vraiment des effets de mode, c'est plutôt des effets de tâtonnement. Même dans la presse classique, on a eu pendant des années le dogme impératif, comme disait pour l'humour, c'était faire court. Donc il fallait absolument que tout ce qu'on mettait sur le web soit le plus court possible, parce que l'idée était que le lecteur, en l'occurrence, alors là je parle vraiment de texte, ne supporterait pas au-delà de 2000 signes. Bon, c'était une absolue bêtise selon le média dans lequel on se trouve, évidemment. Sur le site du Temps, grosso modo, les articles qui marchent le mieux sont les plus longs. En tout cas, ne sont pas les plus courts. Ça, très clairement, c'est ceux où tout simplement il y a une qualité, il y a un récit, il y a une enquête, il y a quelque chose. Il n'y a pas forcément de l'actu bouillante, il y a de l'analyse ou de la perspective. Donc, il y a des vagues comme ça. Voilà, faut faire court. Puis maintenant, je dis faut faire long. Puis après, on redressera un peu la barre. Voyez. Voilà. Plus globalement, le défi maintenant, c'est d'éviter d'entrer dans une logique de télévision, parce que le web, c'est quand même la télé à la puissance 1000.
tout est calculé, n'importe quel clic est compté, on sait exactement combien de gens sont sur le Fossoyeur, là, maintenant, combien il y en a eu dans les 3 ans, etc. Donc l'audimat à côté, c'est de la rigolade, quoi. C'est des vieilles casseroles, quoi. Et le défi, ça va être d'essayer d'éviter d'entrer dans la mentalité quand même particulièrement étroite des gens de télévision, depuis qu'ils ont les outils, depuis que la médiamétrie a été inventée, donc en l'occurrence aux États-Unis, et d'entrer dans cette logique où il faut systématiquement capitaliser pour obtenir le maximum. Si le web évolue dans ce sens, alors je dis le web c'est très général, hein, mais c'est la catastrophe. Donc il faut de la fragmentation, il faut de l'éclatement au maximum des publics, quoi. Et il faut tout faire pour éviter cette espèce de logique du maximum de clics qui a été la logique des télés qui nous inflige encore du Patrick Sébastien le samedi soir, quoi. Mais par exemple, dans le cas du Cercle, c'est vrai que ça a évolué, parce que tu disais que tu le regardais en replay. Donc avant, c'était une émission qui passait en clair, on ne pouvait pas la voir autrement. Aujourd'hui, on peut la voir immédiatement, dès sa parution à la télévision, on peut la voir sur le net. Et en fait, on est passé dans une logique où on va segmenter au maximum. Ça veut dire qu'en fait, on chronique 6 films, on va dire, dans l'émission, en 1 heure. Et ben, on va faire 6 pastilles. Et ensuite, les gens pourront à ce moment-là exactement choisir le film dont ils veulent avoir la chronique ou le débat autour, plus la séquence de l'invité. Enfin, on est donc quand même dans une logique on segmentise, je ne sais pas comment on dit, on segmente. Voilà, merci. Alors on arrive gentiment au terme en fait, de cette rencontre. Déjà, rencontre passionnante, ça va très très vite. J'aurais peut-être une dernière question, mais voilà, on a déjà partiellement répondu, c'est sur l'hybridation en fait, des contenus. C'est vrai que voilà, on parle d'hypermédia, c'est un terme voilà, que je ne connaissais pas jusqu'à présent, mais il y a quand même, je trouve, une hybridation extrêmement forte aujourd'hui dans le cadre des médias. Par exemple, Le Temps veut aussi produire de la vidéo, mais est présent sur le net, mais produit également du papier. La RTS produit des vidéos, produit de la radio, de la TV, des textes. Voilà, il y a vraiment une espèce voilà, d'hybridation totale. Est-ce que ça vous affecte, vous, dans votre travail au quotidien ? Ou pas vraiment, simplement? Non. Non. Voilà, une excellente question. Oui, au quotidien, non, parce que dans j'ai le travail du Fossoyeur, pas tellement, je pense. J'évolue dans mon petit pool d'hybridation personnelle avec les formats que je fais. Non, mais on pourrait imaginer, par exemple, un format vidéo avec à côté encore une analyse plus poussée d'un point de vue textuel. Après, un podcast, pourquoi pas, qui reviendrait sur qui discuterait. Si j'avais, ouais, mais après c'est juste une question de temps. Mais comme je dis, c'est vrai que sur tout type d'écriture, il y a une forme de frustration par rapport à ce qu'un autre type d'écriture aurait pu aborder. Et je me disais, j'aimerais bien décliner certaines choses sur le format écrit, mais je ne l'ai pas fait jusque-là par paresse / pas de temps ou j'en sais rien. Mais il y a pas mal de choses que j'aimerais bien développer sur ce point. Mais bon, c'est encore une fois un rêve fou. Dans le cas de ce que je parlais comme hypermédia, enfin ce qu'ils appellent hypermédia, c'est que bon, il y aura aussi maintenant le forum, l'interactivité, la possibilité de réagir avec toutes ces formes différentes pour que ce soit audio, vidéo, écrit. Il y aura même des poésies. Enfin, ils vont essayer d'inventer. Ils vont faire aussi des films d'animation. Donc, on va passer vraiment par des modes très différents. Après, dans le cadre même d'une revue traditionnelle papier mensuel, non, nous ça nous affecte pas. La seule changement, c'est ce que je disais au début, c'est que maintenant, on est obligé de passer, malgré tout, pour se faire connaître et en fait pour essayer de continuer l'économie, parce que le problème de ce métier, c'est aussi un problème économique et structurel très important. C'est aussi de passer évidemment par ce débat vidéo. Je pense qu'on n'aurait pas pu le faire il y a 10 ans. Enfin, peut-être il y a 10 ans, si, mais voilà. Mais on n'aurait pas pu le faire et surtout on n'y aurait pas pensé. Maintenant, pour exister, eh ben, on est obligé d'apparaître sur les réseaux sociaux en postant des vidéos de nous. Donc d'une certaine façon, le journaliste qui avait choisi d'être dans une revue pour être presque anonymement dans son coin, eh ben, il est obligé maintenant, pour faire vivre le journal, de se mettre lui-même en scène. Et la radio est filmée aussi. Est-ce que toi aussi, spontanément, quand tu dis il y a 10 ans, tu penses au début des années 2000? Je pense aux années 90. Moi. Merde. On a toujours 10 ans de décalage, en fait, à tous les... Bon, par exemple, juste sur l'histoire, je ne sais pas du tout s'il faut de l'audience, mais la radio filmée, moi, c'est un concept que je ne comprends toujours pas, je ne vois pas le truc. Mais nous serons tous des hypermédias un jour ou l'autre, ça forcément, enfin pas tous, il y aura de toute manière des revues papier, enfin moi, je n'ai aucun souci à ce niveau-là, mais on voit bien qu'on évolue tous, enfin les frontières
disciplinaire et de support entre les télévisions, les radios et la presse écrite, et les pure players, mais même l'expression devient presque un peu has-been, parce que on devient tous un peu pure player. L'émission des la rencontre ouais, des non, mais oui et non, justement. Non, mais voilà, notre défi, avec vous, enfin avec les internautes et les lecteurs, c'est de le faire le plus adéquatement possible. Je fais un peu de pub. Le Temps a lancé son podcast récemment. Il y a eu des réflexions très très longues sur dans quel domaine on le lance. On a choisi l'intime, donc c'est vraiment des témoignages, donc c'est de la parole vraiment pure, comme ça. Voilà, le Fossoyeur, tu as fabriqué ton format et ton registre presque. Il va falloir chacun, en fait, et c'est notre défi, c'est quand même dans un secteur par ailleurs qui n'est pas en forme, c'est quand même le côté un peu motivant, c'est d'arriver à faire les choses les plus adéquatement possibles. Et donc, pardonnez-nous, on va continuer à se planter pendant des années encore, mais on essaiera quand même de faire des bonnes choses par ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant qu'on passe aux questions du public. Alors, on va avoir un micro à faire tourner. Où est-ce que ça va commencer? Oui, voilà, juste au milieu, monsieur. Bonjour. Ah oui, c'est bon. Bonjour. Alors j'aimerais rebondir un petit peu sur notamment la différence entre, pas forcément générationnelle, mais plutôt des médias traditionnels et de YouTube et de l'Internet qui évoluent de manière constante. La grosse différence étant verticalité pour les médias traditionnels et horizontalité. J'ai constaté que voilà, si on peut dire le format critique de film, la personnalité du critique, l'individu, le showman, a obtenu une grande faveur, une grande popularité, a fini par gagner une certaine influence, qui a aussi ses bons et ses mauvais côtés, et que maintenant il commence à y avoir, sinon une saturation, tout du moins une envie d'ailleurs. Le Fossoyeur est en train de conclure l'aventure de son format d'origine. Il y a l'envie de faire autre chose. J'ai remarqué aussi que beaucoup de critiques vidéo qui ont d'abord commencé, Fossoyeur aussi, hein, mais bien d'autres en particulier, ont commencé à instiller de plus en plus d'autres genres. Toujours la question du genre. Donc des genres narratifs, on vire presque à la web-série. Hein, je pense notamment à In the Panda, hein, qui a été l'un des pionniers, en tout cas qui a posé les jalons de la critique ciné qui se mue en histoire narrative, en fiction. Oui. Je vais faire vite, promis. La question que je pose, je suis désolé, c'est un horrible préambule, mais est-ce qu'il y a un moment donné où le personnage du critique Internet va devoir disparaître et, parce qu'il se lasse et qu'on aura un différent trend sur Internet qui marchera plus? Je pense qu'il y a un roulement, ça c'est sûr. C'est le phénomène de lassitude, la nécessité de passer à autre chose, de tenter différentes aventures créatives. C'est quelque chose que tout le monde vit plus ou moins de son côté, de manière personnelle. Mais il y a tellement, en fait, le statut. Mais pour moi, c'est pas du tout un effet de mode. Je veux dire, c'est juste une prise de parole et une manière dont elle s'exprime. Mais le statut en lui-même n'est pas voué spécialement à changer. Si je pars, il y aura toujours quelqu'un pour prendre la place. Enfin, il y a une sorte de roulement de l'espace public, je sais pas, qui est là, quoi. Donc, j'ai pas du tout l'impression qu'il y a un quelconque effet de. Il y a des effets de mode sur le web, c'est sûr, il y en a plein. Mais en termes de prise de parole et de statut des gens et de capacité à s'exprimer sur tel ou tel sujet, enfin, c'est pas du tout un effet de mode. C'est destiné à rester, ouais. Et à se muer, à s'entrecroiser avec les autres médias et à devenir une sorte de blob incroyable. Je sais pas. Question juste ici. J'aimerais rebondir sur un commentaire de Boris tout à l'heure, où vous parlez des médias traditionnels qui sont très verticaux. Et il y a peut-être un petit début de réponse de la part de Frédéric avec ce qu'il a donc appelé les hypermédias. Quelle est vraiment la part en fait, du retour du public que vous pouvez avoir, que ce soit sur Facebook pour les journaux, la télévision, ou bien carrément dans les commentaires pour François? En tout cas pour YouTube, j'ose imaginer que ça doit être assez monumental de vraiment vouloir suivre le retour du public. Donc en fait, est-ce qu'il y a vraiment une progression de la verticalité, ou est-ce qu'au final le retour, la question a été posée un petit peu en vitesse, c'est juste vraiment une espèce de bruit de fond, mais dont vous ne pouvez pas vraiment suivre le cours en fait? Alors... Donc on en a parlé aussi à midi. Hein. Non. La question du retour de l'audience, de la verticalité, de ce qu'elle devient, en fait,
C'est assez compliqué parce que ça change aussi beaucoup, ces questions-là. Je sais par exemple que dans le cas du Cercle, par exemple, sur Canal+, on n'a pas forcément les meilleures audiences, vous voyez, mais on va avoir parfois les meilleurs retours des abonnés. Vous voyez, tout simplement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la question de la qualité, qui est à juger de l'émission, simplement, elle devient presque une forme de label. Ça veut dire que, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans la même logique, on devient une forme de label de qualité pour la chaîne. C'est quelque chose comme ça qui va se poser dans ces termes-là. Après, au retour, pour une revue traditionnelle, mon patron ne m'a jamais communiqué les chiffres exacts. Ça monte un peu, mais c'est absolument dérisoire. Donc nous, on est souvent dans des questions de logique économique qui sont généralement des questions à peu près de survie. C'est dans des questions de revues mensuelles, traditionnelles, de culture, avec un peu d'exigence critique. On reste quand même dans ces questions-là. Mais voilà. Mais par rapport au Cercle, je sais que c'est plutôt une question que la qualité va primer énormément pour la fidélisation, en fait. Vous voyez, comme un label. C'est la fidélisation à quelque chose. Mais c'est sûr que l'émission, évidemment, ne va pas être aussi regardée que Patrick Sébastien, par exemple. Mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est que, vous voyez, Le Cercle, c'est une émission qui a 13 ans. Ce qui est rare quand même à la télévision, une émission qui dure depuis 13 ans. Le Masque et la Plume à la radio, c'est une émission qui dure depuis 60 ans. Ça veut dire qu'en fait, les émissions critiques, eh ben, elles durent, quoi. Elles continuent à durer, avec toujours une logique, à mon avis, qui est peut-être aussi la même sur YouTube. Ça veut dire, en fait, c'est l'idée de créer une habitude, comme une série, encore une fois, créer quelque chose, un programme reconnaissable, un programme qu'on connaît, on sait comment ça fonctionne, tout en essayant à chaque fois de l'ajuster, de le changer un tout petit peu pour pouvoir fidéliser de nouvelles personnes. Un tout petit mot pour cette question des retours. Oui, évidemment, même si sur un site comme celui du Temps, il n'y a pas de commentaires, on n'a jamais ouvert aux commentaires, on les a sur Facebook. Donc, alors, pour vous dire clairement, on ne les lit pas tout le temps. Ça prend du temps. Je ne dis pas qu'il y en a des tonnes à chaque fois que je mets un texte, mais il y en a, donc voilà. Bon, alors, passer tout le parfois, enfin, pour tout vous dire, il a été assez difficile d'être journaliste jusqu'au 4 mars 2018 et le vote sur Nobilag, puisque là, c'était le déchaînement total sur Facebook, y compris pour les journalistes qui ne sont pas SSR, ou enfin, y compris contre les journalistes. Mais il y a un point quand même qui est intéressant et qui nous fait un tout petit peu réfléchir dans notre pratique sur cette question des retours que vous posiez, c'est la dimension francophone. C'est que les retours, les commentaires des gens sur nos articles ou nos vidéos ou autres, ok, c'est très bien, mais c'est juste une sorte de boîte de résonance plus grande que ce que nos amis, nos proches nous disent après qu'ils aient lu ce qu'on a fait ou qu'ils aient vu ce qu'on a fait. Là, il y a quelque chose de nouveau quand même, c'est la dimension francophone. Le site du Temps est fréquenté à une petite majorité par des non-suisses. Et du coup, ça fait un peu réfléchir. Alors, on ne va pas renoncer à des termes, par exemple, qui seraient très suisses dans nos textes, mais je vais peut-être me dire, bon, dans la version print, je vais faire comme ça. Dans la version web, peut-être que je l'ai fait récemment, j'ai rajouté une espèce de petite explication que je n'aurais absolument pas... je vous parle d'un truc très terre à terre, hein, mais c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait il y a 5 ans. Et là, on commence à se dire que voilà, on fait attention à ça parce que les retours nous montrent qu'on a une audience, sans être de millions de clics à la seconde, qui doit nous obliger à penser du fait que nous ne sommes pas dans notre petite Suisse, notre petite France ou notre petite Belgique ou notre petit Québec seulement. François Tarré, peut-être juste un dernier commentaire sur les commentaires justement des... Généralement, je lis le premier first. Je lis le deuxième first, c'est un mec qui n'a pas tout compris. Et le mec qui me dit ensuite super vidéo 2 minutes après sa publication, alors que c'est une vidéo qui fait une demi-heure. Et puis j'attends le premier pouce rouge du mec qui vient de le mettre par principe. Puis après, voilà, je vais faire ma vie. Après, c'est fini. D'autres questions? Oui. Devant. Oui, bonjour. J'avais une question surtout pour nos journalistes papier, donc Frédéric Mercier et Nicolas Dufour. Je voulais revenir sur la question de l'identité du journal et la tournure que vous voulez leur donner. Vous parliez avant du fait que vous vouliez éviter d'avoir le « je » au début et que maintenant vous essayez de l'insérer. Mais est-ce que justement le fait de ne pas avoir le jeu, de ne pas avoir la vie personnelle, c'est justement ce qui fait la force de vos journaux papier? Et justement on parle de cette hybridation, et est-ce que cette hybridation n'est pas plus pour vous une dilution de la force de ce que vous faisiez entre la force
des articles papier, des critiques papier, et la force d'une critique plutôt web qui utilise le jeu? Vous avez 5 minutes. Ouais, j'aurais bien voulu que mon voisin réponde d'abord, comme ça j'aurais réfléchi. Mais non, mais c'est une excellente question. Comment dire? Bon, moi j'ai l'avantage d'avoir travaillé, et continuer à travailler un peu dans différents domaines. Donc il est clair que ces questions ne vont absolument pas se poser dans la politique suisse ou les sujets d'économie ou autres. Voilà, s'agissant de la marque ou du label, hein, en l'occurrence Le Temps, mais ça pourrait être un autre. Dans la critique, ouais, non, votre question est troublante. Disons, je pense qu'il faut qu'on desserre un peu le corset. Il faut quand même voir, peut-être que vous avez de la nostalgie de cette critique très docte comme ça. Je rigole, hein. Mais le problème, c'est que c'était vraiment quand même une sorte c'était une évidence, quoi. Voilà, on parle, voilà. À la limite, on mettait le on dans les textes, alors ça, le pire cas de figure, parce que ça veut dire qu'on n'assume pas le jeu, puis alors on met un espèce de on qui perd le lecteur beaucoup plus qu'il. Enfin bon. Donc voilà. Alors. En gros, vous demandez est-ce que ça va ensuite déstabiliser votre revue ou mon journal en termes. Je crois pas. C'est à nous de le faire dans des standards qui sont les nôtres. Mais c'est vraiment, c'est surtout cette question d'essayer d'élargir un peu la palette. On est parti quand même peut-être il y a 10 ou 20 ans d'une palette qui était vraiment trop mince, qui était trop routinière. Je pense que les problématiques pour le temps, pour un journal et pour une revue, c'est pas du tout la même dans l'acception, enfin, vraiment de ce que vous posiez comme question. Je pense que avant, effectivement, s'il n'y avait pas ce jeu qui apparaissait dans les revues, c'est parce qu'en fait, il y avait un collectif qui s'exprimait. Et ce qui faisait, à mon avis, la particularité d'une revue, c'était un collectif par rapport à un autre collectif. Ce qui fait que les revues avaient, à ce moment-là, des prises de position qui étaient, j'en parlais tout à l'heure, un petit peu idéologiques, politiques, enfin, avaient un positionnement parfois moral qui était très différent les uns des autres. Et effectivement, c'est quelque chose qui s'est peut-être perdu, mais qui s'est peut-être retrouvé sur le web. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'en fait, j'ai l'impression que ce qui peut résister souvent à la disparition sur le web, c'est de trouver encore cette espèce d'esprit collectif. Ça veut dire qu'on va trouver ce jeu ensemble par un site. Je pense en ce moment, par exemple, à Carbone, où je trouve que l'identité, elle est très affirmée. Ou par exemple, Independencia. Je trouve que ce sont des gens qui affirment exactement quelque chose. Dans les revues papier, aujourd'hui, pour nous, je ne sais pas. Mon problème, il était moins à ce moment-là d'un problème de collectivité, à ce moment-là, que d'un problème qui était un problème parfois, je dirais, presque d'écriture, en fait. Ça veut dire que je suis souvent face à des problèmes qui fait que de ne pas pouvoir utiliser le jeu me met dans une position, moi, d'écriture qui parfois ne me satisfait pas forcément. Voilà, ça veut dire que ça va dépendre de l'objet sur lequel je vais écrire, en fait. Je sais que, par exemple, dans ma revue, on a les signatures parfois les plus connues, quand il y a des écrivains, par exemple, qui écrivent dedans, vont se permettre le jeu, parce qu'ils sont publics. Ce sont des personnalités publiques. Parce que ce sont des personnalités publiques, ils peuvent utiliser le jeu. Quand ils sont plus anonymes, comme moi, on va garder encore cette chose-là. Une dernière question par rapport à cette on va dire, au côté impersonnel d'une critique. Ce qui nous guette souvent, les critiques, dans mon cas, ou peut-être plus dans le cas de Nicolas que dans celui de François, c'est qu'il y a une professionnalisation de la critique. Ça veut dire qu'on est face à des formats. Quand on voit une trentaine, quarantaine de films par mois sur lesquels on doit écrire, qu'on a des formats qui sont de plus en plus courts, eh ben, on a à ce moment-là des formulations presque... Vous voyez ce que je veux dire que, souvent, le jeu me permettrait de sortir parfois de cette simple professionnalisation qui fait que je vais passer parfois par des formules de commodité si j'ai des formats très courts sur lesquels écrire sur des objets qui auraient mérité plus d'attention. Vous voyez à peu près. Merci. On a une dernière question juste là-bas. Bonjour, merci rapidement. Auparavant, on lisait beaucoup les critiques avant d'aller voir un film, avant de lire un livre, pour ne pas dépenser son argent trop rapidement dans quelque chose qui ne nous plairait peut-être pas. Et là, j'ai l'impression que de plus en plus, on va lire après coup ou voir après coup quelque chose sur une série, sur un film, sur un livre, pour après chercher quelque chose de supplémentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Je réponds très vite. En fait, on en a parlé tout à l'heure. Ah oui.
je crois qu'on a commencé même là-dessus, c'est qu'en fait, il faut savoir ce que c'est, définir le champ critique. Vous savez ce que je veux dire, c'est-à-dire que le champ critique, c'est un champ de disciplines très différentes, et on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on va passer... est-ce qu'on est dans la prescription ou est-ce qu'on n'est pas dans la prescription? Est-ce qu'on est dans un rôle de passeur ou pas dans un rôle de passeur? C'est vraiment, il faut savoir exactement ce qu'on cherche comme média, ce qu'on cherche comme appréhension critique. Quand on parle de la critique depuis tout à l'heure, c'est sûr qu'on parle d'une critique où on va être plus dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'analyse. On va dire, Jean-Michel Frodon utilisait le terme de percer le mystère d'un film, mystère esthétique d'un film. Alors cette critique-là, évidemment qu'elle sera beaucoup plus intéressante et à ce moment-là, elle travaillera avec vous, elle créera de la pensée, elle créera à ce moment-là une dynamique parce que vous aurez vu le film. Et cette critique-là, généralement, ne se lit pas avant, à moins que vous avez évidemment vous en moquiez de savoir exactement ce qui va se produire dans le film, de ne pas avoir la surprise. Donc pour moi, la question, c'est d'abord de savoir exactement où on écrit et ce qu'on cherche à lire et à quel endroit et à quel moment. Il y a trop de critiques différentes, en fait. En plus, la facilité d'accès au contenu sur le web fait qu'il y a cette sorte de soif d'avis vraiment frénétique, parfois. Les zombies mangent des cerveaux, l'internaute mange des avis, frénétiquement, juste s'en abreuve. Il y a ce truc, je peux comprendre cette pulsion. Il y a beaucoup de gens aussi qui, au-delà du fait de trouver peut-être des clés d'analyse de l'œuvre, cherchent aussi une sorte de validation de leur avis en disant tiens, quelqu'un est d'accord avec moi, ce qui fait que ça veut dire que mon avis a du sens. Dans une certaine mesure, on cherche tous ce genre de validation et il y a ce phénomène qui s'accélère sur le web qui était là avant déjà. Mais oui. Moi, j'ai jamais lu J'ai jamais lu les critiques avant. Je comprenais pas très bien, j'avoue, ce truc-là. Mais du coup, bon, c'est vrai qu'alors simplement ergonomiquement parlant, la facilité d'accès du web, même pratiquement, permet effectivement la lecture après coup dont vous parliez. Ça montre aussi l'intérêt pour nous et pour vous, j'espère, des deux tableaux, c'est-à-dire du tableau de la critique un peu classique. Et là, c'est l'échange d'avis. Et il faut espérer que ce ne soit pas que de la consolidation de ce qu'on pense. C'est un peu le risque aussi, hein, avec notamment autant avec le texte qu'avec les vidéos sur YouTube. Et puis il y a l'aspect des chroniques, ou appelons ça comme on veut, où là, alors c'est ce qu'on disait prescripteur à l'époque, mais on va peut-être sortir un peu du registre de la pharmacie, mais où on peut simplement suggérer à nos lecteurs internautes des choses, parce c'est pas parce qu'on a une autorité, mais c'est parce qu'on prend le temps déjà. Les séries, je peux vous dire, le temps, ça on prend beaucoup, sans jeu de mots, mais simplement d'aller essayer de proposer aussi autre chose que ce dont tout le monde parle. Ça, c'est un des autres défis, parce que les outils se maximalisent à tout point de vue, les canaux s'ouvrent par milliers par jour, mais au fond, le débat porte quand même sur Casa de Papel, que j'aime bien par ailleurs, mais voilà, il va falloir aussi faire un peu un travail, nous et vous, d'aller chercher ailleurs. Voilà, écoutez, je crois que c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, François Teurel, Frédéric Mercier, Nicolas Dufour. C'était un grand plaisir, merci beaucoup, merci à vous d'être là. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis bon visionnage pour ceux qui vont aller voir des films. Merci. Bon festival. Merci.